Mes chers aventuriers, bonjour. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Je me suis aventuré dans les montagnes enneigées pour vous parler d'un sujet extraordinaire qu'on m'a proposé, qui est de faire l'analyse et la synthèse d'un film qui s'appelle Le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges, ça raconte l'histoire de cette équipe uruguayenne qui, après s'être crachée dans les cordillères des Andes, va devoir survivre. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure. Mais la demande a été de me demander comment moi j'aurais pu survivre. Est-ce que j'aurais survécu? Comment j'aurais pu survivre? Et qu'est-ce que j'aurais pu, avec mon expérience d'instructeur de vie et de survie, apporter des solutions, des réflexions sur cette situation. Donc j'ai trouvé la requête assez intéressante et dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, on va faire un petit résumé du film. Alors évidemment, attention, méga spoil, parce que en parlant du film, je vais forcément révéler quelques images et aussi un petit peu l'histoire du film. Le Cercle des Neiges, c'est un film qui vient de sortir sur les plateformes telles que Netflix ou d'autres plateformes qu'on peut trouver assez facilement. Ce film relate l'histoire du vol Fuerza Aérea Uruguay 571 survenu le 13 octobre 1972 dans la cordillère des Andes. À son bord, 45 personnes. L'équipe uruguayenne de rugby, leurs familles, leurs amis, mais aussi tous les membres d'équipage. Ce vol devait rallier Montevideo en Uruguay à Santiago du Chili. Mais en survolant les montagnes de la cordillère des Andes, une aile de l'avion va percuter une montagne et va en fait se disloquer et se cracher dans la cordillère des Andes. Les 16 survivants se retrouvent alors coincés dans un environnement montagneux, hostile, et vont devoir en fait prendre des décisions extrêmes pour survivre près de 64 jours à plus de 5000 mètres d'altitude. Voilà un petit peu le résumé de la situation. Donc un vol qui se crache en plein milieu de nulle part, dans la cordillère des Andes, à 5000 mètres d'altitude, et comment ces 16 survivants vont survivre. Et qu'est-ce que j'aurais pu, moi, apporter comme idée, comme réflexion. Il est évident que pour faire cette vidéo, on va partir du principe que j'étais dans l'avion, que j'ai survécu au crash, que je m'en sors indemne et que mon diagnostic vital n'est pas engagé. Donc je vais faire partie de ces 16 survivants, donc je vais être le 17e survivant et on va voir en fait comment on aurait pu apporter des solutions, des réflexions sur ce qui aurait pu être mis en place pour survivre. Pour cette vidéo, je ne vais pas seulement me référer au Cercle des Neiges, mais aussi à certains témoignages, certains ouvrages qui ont été écrits et aussi au reportage de l'INA de 1973 sur le crash. Un reportage qui a été très bien fait et je mettrai le lien en description pour que vous aussi vous puissiez le regarder. Dans cette vidéo, mes remarques et mes réflexions, en fait, ce sont que des pistes. Ce sont que des pistes. En aucun cas, je veux juger la façon dont ils ont survécu. Et en aucun cas, je dis que j'aurais mieux fait qu'eux. C'est juste, en fait, des apports, des réflexions. Et je vous invite à mettre en commentaire aussi, vous, ce que vous pouvez apporter pour enrichir cette expérience, pour enrichir ces réflexions, pour partager, en fait, entre nous, qu'est-ce qui aurait pu être mis en place. Dans l'ensemble, les survivants ont plutôt bien fait les choses. Ce qui a fait leur force, selon moi, c'est qu'ils ont fait preuve d'une grande cohésion d'équipe. Le fait peut-être de jouer dans la même équipe de rugby a peut-être favorisé cela. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que chaque décision a été prise pour valoriser le groupe plutôt que l'individu. C'est le confort du groupe avant le confort de l'individu. Et dans une situation pareille, je pense que ce qui a permis à ces 16 survivants d'aller aussi loin, c'est ça. Je pense que cette cohésion d'équipe leur a permis en fait de garder le moral et de se sentir soutenus. Et ça, c'est capital. Quand on se retrouve dans des situations aussi extrêmes, où le diagnostic vital peut vite être engagé, où il va vite faire froid, où il va falloir être extrêmement solidaires les uns envers les autres, cette cohésion est primordiale. Un autre point extrêmement intéressant, c'est la capacité qu'ils ont eue en fait à définir les rôles. Le fait de jouer dans la même équipe, je pense qu'a permis en fait
d'identifier très rapidement les compétences de chacun et de savoir en fait répartir les rôles de chacun. Ça, c'est primordial quand on est dans un groupe, dans une situation de survie. Savoir identifier les compétences, pas seulement les compétences pour agir, mais aussi d'identifier la capacité en fait à acquérir de nouvelles compétences. Ça, ils l'ont très bien fait dans cette aventure. Alors en survie, les premiers instants sont vraiment capitaux. C'est ces instants-là qui vont déterminer vraiment votre facilité à survivre ou pas. Il faut savoir aussi que après une situation pareille, il faut prendre en compte l'état de choc, il faut prendre en compte la perte de lucidité, il faut prendre en compte énormément de paramètres. Il y a tout un cocktail émotionnel qui va se jouer, tout un cocktail hormonal qui va faire qu'en fait on va pas toujours avoir la capacité et la lucidité pour pouvoir agir dans les premiers instants. Et pour ça, il y a différentes petites astuces. La première astuce que j'utilise, c'est un moyen mnémotechnique que j'appelle STOP. S-T-O-P. S'asseoir, temporiser, observer, planifier. Ça vous permet en fait de vous poser et de faire l'analyse de la situation. Le S de s'asseoir. C'est le moment que vous allez prendre en fait pour vous s'asseoir, pour vous poser, pour respirer, pour prendre le temps de reprendre vos esprits. Juste je m'assois, comme ça c'est ok. Je relâche la pression, je souffle. Et le fait de faire ça en fait va vous permettre de vous réoxygéner doucement et tout simplement. Une fois qu'on s'est assis, qu'on a respiré, qu'on a repris ses esprits, on passe au T, le T de stop. Et là, on va vraiment faire le diagnostic vital de son corps. Est-ce que je saigne? Où est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal? Dans quel état émotionnel je suis? Et là, on va temporiser. On va vraiment prendre le temps de bien temporiser. Une fois qu'on a temporisé, qu'on a fait son diagnostic, qu'on a fait son inventaire, on passe à observer, le O. Observer, on observe. On observe, on prend le plus d'infos possible, le plus d'informations possible. Où est-ce que je suis? Quels sont les facteurs topographiques? Quelle est la météo? Est-ce qu'il va faire nuit? Est-ce qu'il va faire jour? Prendre toutes les informations qu'on pourra avoir besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de victimes? Tout ce qui peut vous servir. On observe. Ensuite, on planifie. Une fois qu'on a toutes les infos, qu'on a fait l'inventaire des priorités, donc je vais bien, j'ai pas besoin de me soigner, j'ai toutes les informations parce que j'ai tout observé, je peux enfin planifier un plan d'action. S, on s'assoit. T, on temporise. O, on observe. P, on planifie. Et une fois qu'on a réussi à faire ce stop, on passe à l'action. Ce qui est intéressant en fait d'observer dans ce film, c'est que les 16 survivants ont pratiqué le stop sans s'en rendre compte, le STOP. Donc c'est quelque chose qui est instinctif. Vous me direz, oui mais Louis, une fois qu'on planifie, comment on s'organise pour planifier les choses? Alors une petite astuce que les adeptes de la survie connaissent bien, c'est la règle de 3. Donc la règle des 3, c'est une petite règle assez simple. C'est 3 secondes d'inattention. Et ces 3 secondes-là, en fait, c'est ces 3 secondes qu'on fait la différence, qui vous ont mis dans une situation de survie, qui vous ont mis en fait dans une situation critique. Ensuite, vous avez 3 minutes pour faire votre diagnostic vital, pour faire le bilan de la situation. En 3 minutes, vous devez être capable en fait de vraiment diagnostiquer la situation. Après, vous avez 3 heures sans protection, sans abri. C'est-à-dire que en 3 heures, votre priorité va être de trouver comment se protéger du froid, comment se protéger du chaud, de l'humidité, des animaux, des dangers objectifs et des dangers subjectifs. Après, on peut rester 3 jours sans boire. Pourquoi l'eau avant la nourriture? C'est parce qu'on va mourir de soif avant de mourir de faim. On peut rester 3 semaines sans manger. Ça, c'est pareil, une théorie assez particulière, hein, 3 semaines sans manger. Vous allez voir que les protagonistes, dans leur situation, 3 semaines, ça reste quand même limite. Et après, on est 3 mois sans contact social. Et je dirais même, on peut aller jusqu'à 3 ans d'imprégnation. Alors l'imprégnation, c'est que quand on passe 3 ans dans un endroit, imaginez vous passez 3 ans dans une île déserte, au bout de 3 ans, vous fusionnez presque. Vous êtes tellement habitué qu'il devient difficile pour vous de changer de situation. Donc revenons-en, nous, à nos survivants. Ce
Ce qu'ils ont très très bien fait, c'est que rapidement ils ont fait l'inventaire. Ils ont fait l'inventaire de ce qui pouvait leur être utile. Et croyez-moi, à ce moment-là, la dépossession c'est capital. Savoir se déposséder de ce qu'on a et même réutiliser de façon pertinente ce qu'on va trouver. C'est-à-dire déformer de son usage initial les objets du quotidien, les objets qu'on va trouver. Donc ça c'est capital et ils ont su très bien le faire. Très rapidement, il va y avoir une organisation. Ils vont se répartir les rôles. Chacun va, selon leurs compétences, agir. Les médecins vont soigner les victimes. Il y en a qui vont aller faire le repérage. D'autres vont devoir s'occuper de réparer la radio. Très rapidement, ils vont en fait s'organiser et se répartir les tâches de façon pertinente, ce qui va leur faire gagner énormément de temps. Le fait d'avoir une radio permettait, eux, d'être au courant de ce qui allait se passer, de l'avancée des secours, mais d'un côté, être dans l'attente, c'était aussi un piège, parce que si on n'est pas secouru, on se retrouve à avoir attendu pour rien. Donc, peut-être agir malgré le fait que les secours peuvent venir, quand même agir. Et j'aurais pas perdu un temps précieux. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'aurais pu mettre en place à ce moment-là. Donc après avoir mis en place les premières étapes de la règle de 3, s'abriter dans la carlingue, qui est une très bonne idée, s'isoler du sol, s'isoler du froid, anticiper, faire l'inventaire, faire le diagnostic, tout a été plutôt bien fait. Moi, ce que j'aurais peut-être fait, j'aurais sûrement rassemblé des éléments qui ne me servaient pas, des choses qui peuvent brûler, des pneus, des choses comme ça. Et étant donné qu'à un moment donné, ils disent nous enfumer des clopes, ça veut dire qu'ils avaient un briquet. Et moi, ce que j'aurais sûrement fait, et même pendant les secours, et pour aider les secours, j'aurais sûrement fait un brûlot, attendre le bon moment et faire en sorte qu'une fumée noire s'échappe de la montagne. Une fumée noire va trancher à fait avec le blanc de la neige, et ce qui aurait permis d'être visible de loin et d'être visible rapidement. Donc peut-être que j'aurais fait un feu. On voit très bien dans le reportage, dans les témoignages et dans les écrits, que ce qui a porté préjudice aux recherches, c'est que la carlingue blanc sur du blanc était difficile à identifier de loin, et en altitude, les sauveteurs en fait sont passés à côté. En survie, votre énergie est capitale. Ce qui est conseillé quand on est dans les montagnes et qu'on est amené à boire de la neige, toujours la faire fondre. Ne jamais consommer la neige comme ça. Vous allez créer en fait un choc thermique à l'intérieur de votre corps, et le corps va devoir en fait porter à température l'eau pour pouvoir en fait l'assimiler, et vous allez perdre une quantité d'énergie vraiment pharaonique. Donc toujours faire fondre son eau, la rendre liquide, la neige, comme ça une fois que la neige a fondu, vous pouvez la boire et la consommer. Autre petite astuce, c'est toujours important de faire les choses les plus difficiles, les plus énergivores et qui demandent le plus de force physique dès le début. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va dans la situation de survie, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, vous allez perdre du tonus musculaire, vous allez perdre de la motivation, vous allez perdre de l'énergie. Et donc tout ce qui doit être fait de façon physique doit être fait dès le début. Donc pour résumer, moi ce que j'aurais fait dans un premier temps, j'aurais rassemblé assez loin de la carlingue quand même, tout ce qui aurait pu être pneus, plastique, tout ce qui peut faire de la fumée, qui peut s'enflammer rapidement, et j'aurais fait en sorte de faire un petit incendie, un petit brûlot, de façon à dégager la fumée la plus noire possible, de façon à être visible très loin. Et ce que j'aurais commencé aussi à réfléchir, j'aurais déjà anticipé une mini-expédition, la petite expédition. Je vais vous expliquer, en fait, quand on est dans une situation pareille, les choses les plus importantes, c'est de repérer l'endroit où on est. Donc monter rapidement dans les sommets, faire l'inventaire de là où on est, observer, aller repérer si on ne peut pas aller chercher la queue, là c'est ce qu'ils ont fait, la queue de l'avion, et anticiper si jamais les secours ne viennent pas, par où on doit aller, s'orienter nord, sud, est, ouest, et peut-être déjà anticiper pendant qu'on a des réserves, pendant qu'on a des denrées, pendant qu'on a en fait de quoi se ravitailler, préparer une petite expédition. Ça se réfléchit, et je pense que dès le début j'aurais réfléchi à ça. Les premiers instants sont capitales, donc dès le début, me faire remarquer avec une fumée noire, aller sur les sommets pour pouvoir observer mon territoire, regarder et observer si je ne trouve pas d'autres valises, observer si je ne trouve pas d'autres personnes,
repérer rapidement où est la queue de l'avion, qui pourrait me permettre d'avoir autre chose, peut-être des denrées supplémentaires, des habits supplémentaires, et très rapidement organiser une expédition. Comme ça déjà ce sera prêt, si jamais les secours ne viennent pas, je sais qu'il y a ça qui peut être mis rapidement en place. Ainsi s'achève la première partie de cette vidéo. Je vous remercie vraiment à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie où on va sûrement aborder la partie anthropophagique et aussi la partie secours. Donc en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se voit très bientôt pour la partie 2.